Ils sont un peu grotesques tous les trois à arpenter les rues vides de Paris, en longeant les murs. Une petite femme emmitouflée dans un mauvais manteau trottine en tête. Marchant à grandes enjambées, deux solides gaillards aux joues roses et aux cheveux taillés en brosse la suivent à distance comme deux chiots maladroits. Des stores bleu marine, modèle défense passive, ont été tirés sur les vitres des fenêtres. Mais que fait mademoiselle Eugénie Boulard, 62 ans, dans cette nuit glacée du mois de novembre 1943 ? Que fait cette coiffeuse, pour dame, du quartier de Belleville, en compagnie de deux pilotes anglais ? Que fait-elle devant la bouche du métro Saint-Michel alors que les minutes s'égrènent et que d'un instant à l'autre, la Gestapo peut venir l'arrêter ? Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. Eugénie Boulard tourne en rond autour de la bouche du métro. Est-ce pour réchauffer ses pieds gelés, recroquevillés dans ses souliers aux semelles compensées ? Est-ce pour encourager les aiguilles de sa montre à accélérer leur course paresseuse ? Est-ce pour se faire mieux voir de l'inconnu qui a promis au téléphone de la débarrasser à 22 heures précises des Anglais qui l'accompagnent ? À moins que ce ne soit pour fuir plus rapidement si une patrouille allemande venait à surgir d'une rue adjacente. 11 heures. 1 heure de retard. Maintenant c'est fini. Son contact ne viendra plus. Il a dû se faire prendre. Arrêté. Torturé dans une cave. Eugénie empoigne les bras des pilotes et s'apprête à les entraîner dans un endroit moins exposé quand un frisson d'angoisse lui parcourt l'échine. À 15 mètres, oui, des soldats de la Wehrmacht avancent vers eux en titubant, ivres. Ils dévalent les escaliers du métro. Quelques instants plus tard, des vociférations éclatent à l'intérieur de la station. Mademoiselle Eugénie devine qu'en bas, les soldats avinés se querellent. La dispute enfle. Et bientôt, une voix française vocifère. « Où vous croyez-vous, bande d'ivrognes ? Fichez-moi le camp d'ici et rentrez à Berlin !» Amplifié par les voûtes du souterrain, le fracas de la querelle se rapproche. Le plus jeune des pilotes anglais, celui aux cheveux roux, frissonne de la tête aux pieds. La voix française reprend de plus belle. « Dehors ! Je vais vous montrer qui commande cette station. J'ai fait Verdun, moi, les petits gars, et c'est pas aujourd'hui que j'aurai peur des Boches. » Les casques des Allemands émergent déjà des escaliers. Le moins saoul des soldats entraîne les autres. La vieille demoiselle fait alors signe aux pilotes de la suivre. Sur les quais, elle rejoint le chef de station. « Monsieur !» L'homme se retourne et la prend à témoin. « Hein, vous avez vu comment je les traite, moi, ces voyous ?»« Oui, j'ai vu. Vous avez du courage. » Eugénie se rapproche encore. Elle respire un grand coup et lui glisse à l'oreille. Les deux qui sont avec moi sont des Anglais, des aviateurs. J'avais rendez-vous pour les remettre à un contact, mais il n'est pas venu. Je ne sais plus quoi en faire. Aidez-moi. Vous êtes un bon Français. Le chef de gare remonte sa casquette sur le haut de son crâne, regarde autour de lui, pénètre dans sa cabine et décroche son téléphone. « Écoute, Anselme, j'ai ici 2 amis. Des amis qui aiment le gigot à l'amande, tu comprends ? Passe tout de suite les chercher. » Les pilotes sursautent quand des bruits de bottes emplissent l'escalier et martèlent les quais. Les soldats ivres reviennent, accompagnés de feldgendarmes. Avant de se faire arrêter, l'employé du métro chuchote à l'oreille d'Eugénie. « Petit, chauve, 50 ans, il s'appelle Anselme, sera là dans 10 minutes. Dites-lui Magenta et il prendra les Anglais. » L'attente n'en finit pas. Les rames du métro qui se succèdent sont presque vides. Les rares passagers, le nez rougi collé aux vitres, des visages de trio. Qu'attend-il à cette heure tardive ? Il est 00h05 quand l'avant-dernière rame de la soirée s'immobilise sur le quai. Un petit homme chauve,
enveloppé dans une canadienne, descend d'un wagon et se dirige vers Eugénie. Quand il est à sa portée, la coiffeuse murmure « Anselme ?» Magenta. On monte dans le prochain train, susurre l'inconnu. Vous descendrez seul, place d'Italie. Johnny White, l'un des deux pilotes, a été abattu aux commandes de son Spitfire au-dessus des Ardennes en 1945. George Amis, son compagnon, est sorti indemne de la guerre. Âgé aujourd'hui de 89 ans, il est arrière-arrière-grand-père et cultive son jardin dans la banlieue de Londres. Quant à Eugène Boulard, elle est décédée paisiblement dans son sommeil le 21 juillet 1969, le jour où des hommes ont posé pour la première fois le pied sur la Lune. Podcastez les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur francebleu.fr. Il est parfois plus facile de se confier à un parfait inconnu qu'à l'être le plus proche. À 43 ans, Daniela, sans comprendre pourquoi d'ailleurs, était ainsi en train de confier son combat quotidien à une dame qu'elle rencontrait pour la toute première fois. C'était à l'occasion d'un repas caritatif dans un hôtel particulier de Manhattan. Entraînée dans son flot de paroles ininterrompues, Daniela entendait dans sa tête une petite voix. « Mais tu vas l'ennuyer avec ton récit larmoyant. Un peu de dignité, ma grande. » Mais les vannes étaient ouvertes et Daniela ne pouvait plus les refermer. Elle fut finalement étonnée de trouver une oreille attentive chez la dame élégante. Hélène Harris, puisque c'était son nom, était visiblement émue par le récit de l'avocate qui avait mis pendant 1 an, entre parenthèses, sa brillante carrière afin de s'occuper de son unique enfant, Paul. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. Jusqu'à ses 9 ans, le petit Paul n'avait apporté que des satisfactions à ses parents. Mais à la rentrée scolaire 2013, alors qu'il venait de fêter ses 10 ans, ses parents virent tout d'un coup le ciel s'effondrer sur leur tête. Sans prévenir, Paul fut frappé de troubles paniques. Comme bien souvent, ce désordre conduisit le petit à une agoraphobie sévère. Et ce fut 8 mois d'enfer confiés Daniela à Hélène. Heureusement, à la fin de cette période, la maman aperçut enfin une lueur au fond du tunnel. Un psychiatre prescrivit du Prozac à son fils et il réussit, après plusieurs entretiens, à établir la raison pour laquelle le trouble panique était apparu 1 an auparavant. Paul souffrait de difficultés d'apprentissage. Le docteur préconisa d'inscrire le garçon dans une école spécialisée, assurant que tout devrait rentrer dans l'ordre. Et grâce à ce psychiatre, progressivement, Paul retrouva son caractère d'avant. Il réapprit rapidement à apprécier les sorties en famille et le grand air. L'été se déroula à merveille. À la fin de celui-ci, Daniela engagea donc les démarches pour l'inscription de son fils dans l'un des établissements qu'avait référencé le docteur. Elle choisit celui qui était le plus proche de son domicile et obtint un rendez-vous avec le directeur. Elle ne s'attendait pas à y recevoir un tel accueil. Madame, vous comprendrez que nos instituteurs ne sont pas formés pour affronter de telles situations. Mais Paul ne fait plus de crise de panique depuis des mois, argumenta Daniela. Il a juste des difficultés d'apprentissage. Je suis désolé, c'est non, madame. Alors Daniela se mit immédiatement en quête d'un nouvel établissement. Et partout, elle trouva porte close. Personne ne veut de Paul à cause de son dossier médical récent, expliquait la jeune femme. Je suis face à une impasse. Hélène prit alors pour la première fois la parole. Ma chère, vous vous êtes adressée à la bonne personne.
Je connais le directeur de l'établissement spécialisé à côté de chez vous. Figurez-vous que je compte parmi ses plus importants donateurs. En un coup de fil, ce sera réglé. Paul va retrouver le chemin de l'école. Daniela ne sut que dire. Elle peinait à imaginer ce dénouement heureux après le chemin parcouru d'embûches qu'elle avait traversé avec peine. Dès le lendemain, pourtant, le directeur de l'école l'appelait pour fixer un rendez-vous en vue de l'admission de Paul. Le petit garçon put franchir les grilles le jour même de la rentrée. Pour la remercier de son aide, Daniela invita sa bienfaitrice à prendre le thé chez elle. Hélène demanda si elle pouvait venir avec sa fille Stella. « Bien sûr, ce sera un plaisir de la rencontrer », se vit-elle répondre. Mère et fille se présentèrent donc un après-midi ensoleillé au rendez-vous. Hélène voulut faire les présentations, mais Daniela l'interrompit. « Je connais déjà Stella. Te souviens-tu de moi ?» Après un long moment d'hésitation, le visage de la jeune femme s'éclaira. « Oui !» répondit-elle. Daniela et Stella avaient autrefois été à l'école primaire ensemble. Stella y était très solitaire. Souffrant d'une légère déficience mentale, elle avait été mise à l'écart par ses camarades. Seule Daniela venait lui parler quelquefois. Lors d'un séjour au ski, elle avait été la seule à accepter de partager sa chambre avec celle que les écoliers appelaient tristement la débile. Les deux petites filles avaient bien ri le soir, plaisantant sous leurs draps après l'extinction des feux. Jamais Daniela n'aurait pu imaginer à l'époque que leur vie se retrouverait ainsi inextricablement mêlée. 35 ans plus tard, elle se dit que c'était peut-être cette bonne action passée qui permettait aujourd'hui à son fils de poursuivre une scolarité comme tous les petits garçons de son âge. Podcastez les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur francebleu.fr. Bonjour et bienvenue sur True Crime Français. Préparez-vous à plonger dans une affaire qui nous mènera au cœur scintillant mais parfois trouble de la principauté de Monaco. Nous vous informons que ce programme aborde des faits pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes et est déconseillé aux moins de 10 ans. Imaginez Monaco, ce joyau de la Côte d'Azur, baigné de soleil, célèbre pour son Grand Prix automobile et résidence du prince Albert. Un havre de paix, un refuge doré attirant les plus grandes fortunes de la planète. Mais derrière cette façade glamour, cette image de sécurité absolue, se cache une autre réalité, moins avouable. Monaco est aussi connu pour être une plaque tournante de l'évasion fiscale, un lieu propice au blanchiment d'argent où les secrets financiers sont aussi bien gardés que les coffres forts. C'est dans ce décor contrasté qu'un drame va éclater. Un événement inconcevable qui va secouer la principauté jusque dans ses fondations. Un incendie mystérieux, d'une violence inouïe, dévaste l'un des appartements les plus luxueux du rocher. L'intensité du feu est telle que tout fond, que la matière même semble se liquéfier sous l'effet de plusieurs milliers de degrés. Au centre de cette fournaise, un homme, un Américain milliardaire et puissant, se retrouve piégé. Rapidement, l'enquête dépasse le cadre du simple fait divers. Des ombres menaçantes planent. Était-ce un accident tragique ou un acte criminel aux ramifications complexes? Des factions effrayantes sont évoquées. La mafia russe, des groupes terroristes et même le Mossad, les redoutables services secrets israéliens. La sécurité personnelle de la victime et de sa famille semblait compromise depuis un certain temps. Cette affaire, l'une des plus fascinantes et des plus énigmatiques, nous entraînera dans les coulisses feutrées de la haute finance internationale et des secrets d'État. Comment un tel événement a-t-il pu se produire dans ce sanctuaire réputé inviolable? Quel secret brûlant cet incendie cherchait-il à dissimuler? Accompagnez-nous pour découvrir les dessous de ce crime en haute société. Monaco, 3 décembre 1999. L'aube n'est pas encore levée sur la principauté. Dans le calme feutré qui précède le jour, la plupart des résidents de ce havre de paix pour fortune mondiale dorment encore paisiblement. Parmi eux, Edmond Safra, banquier milliardaire d'origine libanaise naturalisé brésilien, une figure aussi discrète que puissante, considéré comme l'homme le plus riche de Monaco après le prince Régniètre lui-même. Il réside avec son épouse, Lily,
dans un somptueux appartement terrasse, un duplex occupant les derniers étages d'un immeuble bancaire de 6 niveaux baptisé La Belle Époque, un nom évoquant le luxe et l'insouciance. La sécurité y est, pense-t-on, absolue, avec un concierge présent en permanence au rez-de-chaussée. Mais la richesse et la sécurité apparente cachent une vulnérabilité. Edmond Safra, âgé de 67 ans, lutte contre la maladie de Parkinson, une affection dégénérative qui le rend dépendant de soins constants. Cette nuit-là, comme souvent, son épouse Lily dort dans une aile séparée de leur vaste résidence. À ses côtés, dans sa chambre, veille une infirmière dévouée, Viviane Torrent. Un autre membre du personnel soignant est également présent dans l'appartement, un infirmier américain recruté quelques mois plus tôt, Ted Maher. Soudain, la quiétude de la nuit est brutalement rompue. La porte de la chambre d'Edmond Safra s'ouvre violemment. Ted Maher apparaît, le visage défait, visiblement en état de choc. Il porte la main à son abdomen, d'où émerge la poignée d'un couteau. D'une voix haletante, il alerte sa collègue et son patient. Ils ont été attaqués. 2 hommes masqués, explique-t-il, se sont introduits par effraction dans l'appartement. Il raconte avoir été surpris alors qu'il était assis dans le couloir, guettant peut-être. Frappé par derrière, il aurait lutté courageusement contre ses agresseurs. L'un d'eux, qu'il décrira plus tard comme un professionnel entraîné, l'aurait alors poignardé au ventre. Il ignore où se trouvent les intrus maintenant, ajoutant à la panique ambiante. Face à cette situation de crise extrême, Maher prend les commandes. Il ordonne à Viviane Torrent d'emmener M. Safra, affaibli par sa maladie, dans la salle de bain attenante, une pièce sans doute perçue comme plus sûre, et de s'y barricader en verrouillant la porte. Il lui confie son propre téléphone portable, insistant pour qu'elle appelle immédiatement les secours. Lui, Maher, malgré sa blessure, va descendre chercher de l'aide, assure-t-il, tentant de projeter une image de contrôle et de courage au milieu du chaos apparent. Il murmure des mots se voulant rassurants avant de quitter la chambre. Mais une fois seul, Ted Maher ne descend pas chercher d'aide. Il ne donne pas l'alerte vocalement. Il prend une décision étrange, aux conséquences tragiques. Estimant que le moyen le plus sûr d'alerter les secours est de déclencher l'alarme générale, il saisit des papiers dans une corbeille à proximité et y met le feu. En quelques instants, les flammes prennent, la fumée s'élève et l'alarme incendie stridente retentit dans l'immeuble silencieux. Maher a réussi son objectif. L'alerte est donnée. Pendant que les premières sirènes commencent à résonner au loin, l'infirmière américain, se tenant le ventre, descend avec difficulté jusqu'au hall d'entrée. Là, il répète son histoire d'agression au concierge, avant d'être pris en charge par les premiers secours et évacué vers l'hôpital Princess Grace. Dans la salle de bain verrouillée, Edmond Safra et Viviane Torrent attendent une aide qui tarde à venir, ignorant encore que le danger le plus immédiat n'est plus un couteau, mais le feu qui commence à consumer l'appartement. Après avoir enjoint Viviane Torrent de se barricader avec Edmond Safra dans la salle de bain et d'utiliser son propre téléphone portable pour appeler les secours, Ted Maher annonce son intention de descendre chercher de l'aide. Cependant, dans un geste étrange et lourd de conséquences, il ne quitte pas immédiatement les lieux. Il choisit plutôt d'allumer un feu à l'aide de papier trouvé sur place, déclenchant ainsi l'alarme incendie générale de l'immeuble. Son objectif supposé, s'assurer de l'intervention rapide des secours. Tandis que l'alarme stridente résonne et que les premières unités de police et de pompiers convergent vers la Belle Époque, Ted Maher, se tenant le ventre blessé, parvient enfin à rejoindre le hall d'entrée au rez-de-chaussée. Là, il réitère son récit de l'agression par 2 intrus auprès du concierge. Très vite prise en charge par les équipes médicales, l'infirmière américain est évacué d'urgence vers l'hôpital Princess Grace, laissant derrière lui un appartement où le danger changeait insidieusement de nature. Pendant que Ted Maher est conduit à l'hôpital, la Belle Époque et ses alentours sombrent dans une confusion grandissante. Vers 5 heures du matin, la principauté endormie est brutalement tirée de sa quiétude par un balai incessant de sirènes hurlantes. Des dizaines de véhicules de police et de pompiers encerclent l'édifice luxueux, créant une atmosphère de siège et de panique palpable dans ce quartier habituellement si tranquille. Samuel Cohen, l'expérimenté chef de la sécurité rapprochée d'Edmond Safra, arrive précipitamment de son domicile voisin, animé par l'urgence de protéger son employeur. Mais il se heurte à un mur. Le cordon de police est infranchissable. Craignant que les 2 agresseurs armés décrits par Maher soient toujours à l'intérieur, les forces de l'ordre lui interdisent l'accès, malgré ses protestations véhémentes. Il est contraint d'assister, impuissant, au déroulement des opérations.
À l'intérieur de l'immeuble, la police applique un protocole de sécurité rigoureux mais terriblement lent au regard de la situation. Persuadés d'avoir affaire à des intrus potentiellement dangereux, les agents progressent étage par étage, avec une extrême prudence, en commençant par les niveaux inférieurs. Cette approche méthodique a une conséquence fatale. Elle interdit aux pompiers d'accéder à l'appartement des Safra, au dernier étage, là où le véritable danger se développe désormais. Car pendant ce temps, le feu, initialement limité à une corbeille à papier, prend une ampleur dramatique. Les flammes consument le mobilier, lèchent les murs, se propagent rapidement dans les riches matériaux de l'appartement. Une épaisse fumée noire et toxique envahit les vastes pièces et commence à s'infiltrer de manière inquiétante sous la porte de la salle de bain. Derrière cette porte verrouillée, Edmond Safra et Viviane Torrent sont piégés, leur refuge devenant progressivement un tombeau asphyxiant. Vers 6 heures du matin, Lily Safra, réveillée par l'alarme et l'agitation, parvient à quitter l'appartement et à sortir de l'immeuble. Mais lorsqu'elle apprend que son mari est toujours prisonnier des fumées à l'étage, la panique la submerge. Elle tente désespérément de retourner sur ses pas, de braver le danger pour le sauver, mais elle en est empêchée par les services de sécurité. Depuis la salle de bain, les appels à l'aide se succèdent, de plus en plus pressants, teintés d'une terreur grandissante. Safra et Torrent contactent une autre infirmière par téléphone, puis à nouveau la police, implorant une intervention immédiate. Plus d'1 heure s'est écoulée depuis l'alerte initiale. Finalement, n'ayant trouvé aucune trace des mystérieux agresseurs lors de leur fouille, la police lève l'interdiction. Les pompiers sont enfin autorisés à monter et à intervenir dans le penthouse en feu. Une course contre la montre désespérée s'engage. L'attente a été longue, insoutenable. Finalement, vers 7h30 du matin, plus d'1 heure après le début de l'alerte, les pompiers sont enfin autorisés par la police à pénétrer dans le penthouse de la Belle Époque. Ils progressent avec difficulté dans un environnement hostile, où la chaleur est encore intense et où une fumée âcre et épaisse rend la visibilité quasi nulle. Les descriptions de la scène évoquent un véritable chaos, un luxe dévasté par un incendie d'une rare violence, capable de faire fondre le métal. C'est au milieu de ce décor apocalyptique qu'ils atteignent la salle de bain, toujours verrouillée. Après avoir forcé la porte, ils font la découverte tragique. Les corps sans vie d'Edmond Safra et de son infirmière, Viviane Torrent, gisent sur le sol. L'autopsie confirmera plus tard qu'ils n'ont pas péri dans les flammes, mais qu'ils ont succombé à l'asphyxie, victimes des fumées toxiques qui ont saturé leur dernier refuge. Le drame est total. Alors que l'incendie est peu à peu maîtrisé, une question essentielle, lancinante, demeure en suspens et commence à troubler les esprits. Qu'est-il advenu des 2 assaillants armés de couteaux, ceux décrits par Ted Maher comme les responsables de cette nuit de terreur? Comment ont-ils pu s'introduire dans cette forteresse réputée imprenable, agresser l'infirmier, provoquer indirectement la mort de 2 personnes, puis disparaître sans laisser la moindre trace? Aucun témoin ne les a vus entrer ou sortir, aucune caméra de surveillance n'a enregistré leur passage. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés. Cette absence totale de preuves matérielles concernant les intrus jette une ombre de doute sur le récit de Ted Maher, malgré les affirmations de son frère le présentant comme un héros qui a courageusement tenté de protéger son employeur. L'énigme est d'autant plus troublante qu'elle touche à la réputation même de Monaco, ce sanctuaire de la sécurité pour les ultra-riches. Une faille aussi béante dans le dispositif de protection d'un homme comme Edmond Safra est difficilement concevable. La police monégasque est face à un mystère complexe. Sa détermination à faire toute la lumière sur cette affaire, à comprendre les événements exacts de cette nuit fatale, est désormais absolue. Il faut trouver des réponses. La mort brutale d'Edmond Safra et de Viviane Torrent dans l'incendie de la Belle Époque laisse la principauté de Monaco sous le choc, mais elle confronte surtout les enquêteurs à une énigme complexe. Le récit de Ted Maher, l'infirmier blessé, parle de 2 intrus professionnels, vêtus de noir, armés d'un couteau, qui se seraient évanouis sans laisser la moindre trace. Cette version, bien que constituant le point de départ de l'enquête, peine à convaincre totalement face à l'absence criante de preuves matérielles et à la réputation de sécurité quasi infaillible de Monaco. Si ces hommes existent, qui sont-ils et comment ont-ils pu opérer si furtivement? Si Maher a menti ou fabulé, pourquoi? Les enquêteurs sont donc contraints d'élargir considérablement leur champ d'investigation, explorant toutes les pistes, même les plus sensibles, qui pourraient expliquer pourquoi un homme de la stature d'Edmond Safra aurait pu être la cible d'une attaque aussi violente. Et les ennemis potentiels, dans les hautes sphères où évoluait le banquier, ne manquent pas. Safra n'était pas seulement un homme immensément riche, il était un acteur influent, parfois controversé,
au carrefour de la finance internationale, de la politique et peut-être même, murmure-t-on, des services secrets. Une première piste explorée concerne le monde des affaires. Edmond Safra venait de finaliser la vente de son empire bancaire, la Republic National Bank of New York et la Safra Republic Holdings, au géant britannique HSBC. Une transaction titanesque estimée à plus de 10 milliards de dollars. Dans les méandres de ces négociations complexes, impliquant des fortunes colossales et des jeux de pouvoir intenses, des rancœurs ont-elles pu naître? Des associés lésés, des concurrents évincés, des cadres craignants pour leur avenir? La haute finance est un univers où les rivalités sont féroces et où les enjeux peuvent parfois justifier des méthodes expéditives. Les enquêteurs ne peuvent écarter l'hypothèse d'un règlement de compte lié à cette transaction majeure. Une autre piste, plus trouble encore, mène aux activités passées des banques Safra. Le nom de la Republic National Bank avait été cité dans plusieurs affaires politico-financières complexes. L'affaire Iran-Contra, ce scandale des années 80, impliquant des ventes d'armes illégales à l'Iran pour financer les rebelles anticommunistes au Nicaragua, avait vu certaines sommes transiter par des circuits financiers complexes où les banques Safra auraient pu, même indirectement, jouer un rôle. De même, plus récemment, l'implication supposée de la RNB dans le gigantesque scandale de blanchiment d'argent russe via la Bank of New York à la fin des années 90 avait attiré l'attention des autorités américaines. Bien que l'implication directe de Safra n'ait jamais été formellement prouvée, le simple fait d'être associé à ces flux financiers illicites en provenance de Russie pouvait l'exposer à la vindicte d'acteurs très dangereux. Oligarques spoliés, membres du crime organisé, voire services secrets russes cherchant à brouiller les pistes. Le fait que le département de la justice américain enquête activement sur ces affaires ajoutait une pression supplémentaire. Au-delà des affaires financières, les engagements personnels et les positions géopolitiques d'Edmond Safra constituent une autre source potentielle de menaces. Membre éminent de la communauté juive séfarade, il était un philanthrope majeur, soutenant généreusement l'État d'Israël et de nombreuses institutions juives à travers le monde. Cette position très affirmée pouvait en faire une cible pour des groupes terroristes islamistes radicaux ou des États hostiles à Israël. La rumeur persistante de ses liens avec le Mossad, alimentée par le recrutement d'anciens agents israéliens pour assurer sa sécurité personnelle, ajoutait une dimension supplémentaire à cette piste. S'agissait-il d'une vengeance politique, d'une opération ciblée par des ennemis d'Israël, ou, hypothèse plus tortueuse, une trahison venue de son propre cercle sécuritaire? Enfin, comme souvent dans les affaires de meurtre impliquant de grandes fortunes, la piste familiale ne peut être ignorée. Les enquêteurs apprennent rapidement que l'épouse d'Edmond, Lily Safra, elle-même héritière richissime issue d'un précédent mariage, est la principale bénéficiaire de la succession de son mari, estimée à plus de 2,5 milliards de dollars. Ce fait, couplé à une modification récente et significative du testament d'Edmond Safra, attire inévitablement l'attention. Environ 2 semaines avant sa mort, le banquier avait en effet revu ses dispositions testamentaires, réduisant considérablement la part d'héritage destinée à ses frères, Joseph et Moise, eux aussi figures majeures de la finance brésilienne. Cette décision de dernière minute a-t-elle pu créer un ressentiment profond, une rupture au sein du clan Safra, au point de motiver un acte irréparable? Le mobile financier existe, potentiellement puissant. Cependant, les enquêteurs écartent assez rapidement la piste menant à Lily Safra. Plusieurs raisons expliquent cette décision. D'une part, Lily disposait déjà d'une immense fortune personnelle avant même d'hériter de son mari. L'appât du gain semble donc moins pertinent la concernant. D'autre part, tous les témoignages de l'entourage décrivent une relation solide et affectueuse entre Edmond et Lily, un couple uni par des années de vie commune, des activités philanthropiques partagées et un cercle social commun. L'image d'une épouse aimante et dévouée rend l'hypothèse d'une implication dans le meurtre de son mari malade hautement improbable aux yeux des enquêteurs. L'éventail des suspects et des mobiles potentiels reste donc extraordinairement large, allant des arcanes de la finance internationale et des complots géopolitiques aux plus intimes rivalités familiales. Pour la police monégasque, l'enquête s'annonce comme une plongée vertigineuse dans un monde de secrets, de pouvoir et d'argent, où chaque piste peut potentiellement mener à des acteurs redoutables. Démêler cet écheveau complexe tout en évaluant la crédibilité du récit de Ted Maher constitue un défi colossal. Malgré la modification récente du testament et le mobile financier évident que cela pourrait représenter, l'hypothèse d'une implication directe de Lily Safra dans la mort de son mari est assez rapidement mise de côté par les enquêteurs. Plusieurs facteurs expliquent cette décision. D'abord, Lily Safra était elle-même une femme extrêmement riche.
héritière d'une fortune considérable avant même son mariage avec Edmond, l'appât du gain, bien que toujours possible, semble moins déterminant dans son cas. Ensuite, et surtout, tous les témoignages de leur cercle proche dépeignent un couple uni, une relation solide basée sur une affection mutuelle et un respect profond, malgré les épreuves de la maladie d'Edmond. Aux yeux des enquêteurs, le profil de Lily ne correspond pas à celui d'une meurtrière potentielle. L'attention se reporte donc sur les circonstances matérielles de l'agression présumée et sur l'environnement immédiat du crime. Mais, là encore, les investigations butent sur des contradictions majeures. L'examen approfondi de l'appartement de la Belle Époque, malgré les ravages de l'incendie, ne révèle aucun signe d'effraction. Aucune porte forcée, aucune fenêtre brisée qui pourrait attester d'une intrusion extérieure, hormis celle que Maher dit avoir entendue. Plus troublante encore, l'exploitation des nombreuses bandes de vidéosurveillance de cet immeuble ultra sécurisé ne donne aucun résultat. Aucune image des deux intrus décrits par Ted Maher n'est enregistrée. Le mystère de la sécurité s'épaissit. Comment deux individus armés auraient-ils pu pénétrer dans cette forteresse quasi impénétrable, puis en ressortir sans être détectés? Et la question la plus cruciale, peut-être, où se trouvait l'imposante garde rapprochée d'Edmond Safra cette nuit-là? Connu pour être composé en partie d'anciens agents aguerris des services secrets israéliens, le Mossad, cette équipe d'élite était curieusement absente au moment des faits. Aucun garde n'était de service cette nuit précise. Une absence inexplicable, une faille béante dans le dispositif de protection d'un des hommes les plus riches et potentiellement les plus menacés du monde. L'absence de toute trace des intrus présumés et les zones d'ombre persistantes autour de la sécurité de la Belle Époque poussent inévitablement les enquêteurs à recentrer leur attention sur la seule personne, hormis les victimes, présente dans l'appartement au moment du drame, Ted Maher, l'infirmier américain. Il n'est plus seulement un témoin clé ou une victime collatérale, il devient un suspect potentiel qu'il faut examiner de près. La police retourne donc à son chevet, à l'hôpital Princess Grace, non plus seulement pour entendre son récit, mais pour tenter de cerner l'homme derrière le professionnel de santé. L'enquête plonge alors dans le passé de Ted Maher, un parcours à première vue exemplaire, mais qui contraste violemment avec l'univers ultra privilégié dans lequel il évoluait depuis peu. Issu d'un milieu modeste de la classe ouvrière américaine, sa mère était conductrice de bus scolaire, son père réparateur de téléphone, Ted Maher a grandi dans une famille décrite comme sérieuse, voire rigoureuse, où la discipline et la valeur du travail étaient inculquées dès le plus jeune âge. Une éducation où, selon ses propres dires, rien n'était acquis facilement. Tout devait être obtenu par l'effort personnel. Après son service militaire, il choisit une carrière dans le domaine médical et suit une formation d'infirmier. Il se spécialise en néonatologie et se forge une excellente réputation dans plusieurs hôpitaux de New York, reconnu pour sa compétence et son dévouement auprès des nouveau-nés les plus fragiles. C'est cette réputation irréprochable qui va provoquer un tournant radical dans sa vie. Les parents d'un couple de jumeaux dont il s'est occupé avec succès, reconnaissant, le recommandent chaudement à l'une de leurs amies proches, Lily Safra. L'épouse du milliardaire Edmond Safra est justement à la recherche d'infirmiers qualifiés et discrets pour prendre soin de son mari, dont la santé décline en raison de la maladie de Parkinson. Le saut est vertigineux. Passer des couloirs d'un service de néonatologie new-yorkais au sanctuaire feutré et doré de l'une des plus grandes fortunes mondiales, à Monaco, relève presque de l'incroyable. Pour Ted Maher, cet emploi représente sans doute bien plus qu'un simple poste. C'est une opportunité unique, l'accès à un monde d'opulence et de luxe dont il n'aurait jamais osé rêver. Un véritable rêve américain transposé sur le rocher monégasque. Mais ce rêve vient de se fracasser brutalement contre la réalité tragique de l'incendie et de la mort. Son employeur n'est plus, et lui, l'infirmier venu chercher une vie meilleure, se retrouve blessé, isolé, et désormais au centre des soupçons dans une affaire criminelle qui dépasse l'entendement. Dans un geste de soutien apparent, Lily Safra organise la venue de Heidi, l'épouse de Ted Maher, depuis New York. Celle-ci arrive à Monaco, pensant retrouver un mari blessé mais héroïque. Cependant, elle est immédiatement prise en charge par les enquêteurs pour un long interrogatoire. Conformément à la loi monégasque, les policiers l'accompagnent ensuite à sa chambre d'hôtel et procèdent à une perquisition. C'est là qu'ils mettent la main sur un élément clé, totalement inattendu. Un flacon de lidocaïne, un anesthésiant puissant, pour lequel aucune prescription médicale n'existe au nom de Ted. Cette découverte sème le trouble et jette un doute sérieux sur la crédibilité du récit de l'infirmier. Pourquoi détenir ce produit sans raison médicale apparente ? Aux yeux des enquêteurs, le statut de Ted Maher change radicalement. Il n'est plus le témoin clé,
la victime collatérale. Il devient le principal suspect. Heidi, abasourdie par ce revirement, comprend que son mari est désormais dans la ligne de mire de la police. En état de choc, elle contacte la sœur de Ted pour lui faire part de son angoisse. Alors que les spéculations médiatiques les plus extravagantes continuent de circuler, l'enquête se focalise maintenant sur cet infirmier américain au parcours jusqu'alors sans histoire. Ted Maher est toujours hospitalisé, mais son statut a radicalement changé. La découverte inattendue du flacon de lidocaïne dans les affaires de sa femme Heidi, couplée à l'absence totale de preuves matérielles confirmant l'existence des deux intrus, a transformé l'infirmier américain de victime potentielle en suspect numéro 1. L'enquête monégasque se concentre désormais sur lui, cherchant à démonter la façade de son récit héroïque. Les enquêteurs reprennent alors l'analyse des indices avec une attention renouvelée. Un élément matériel en particulier attire leur attention et jette une lumière crue sur les incohérences du témoignage de Maher, le pullover qu'il portait la nuit du drame. Ils examinent la blessure au couteau sur l'abdomen de Maher, puis le vêtement lui-même. La contradiction est saisissante. Si la peau porte bien la marque d'une plaie par arme blanche, le tissu épais du pull, lui, est parfaitement intact. Aucun trou, aucune coupure ne vient corroborer le passage d'une lame à travers le vêtement. Comment l'agresseur aurait-il pu le poignarder sans endommager son pull? Cette impossibilité physique fragilise considérablement la version de Maher. Un autre élément vient renforcer les soupçons. Le couteau lui-même. L'arme retrouvée près de Maher dans le hall d'entrée, celle qui aurait été utilisée par l'assaillant, s'avère être d'un modèle strictement identique à un couteau appartenant personnellement à Ted Maher. L'idée que l'intrus ait pu désarmer Maher, utiliser son propre couteau pour le blesser, puis abandonner l'arme à proximité, devient de plus en plus invraisemblable. L'hypothèse d'une blessure auto-infligée avec sa propre arme gagne en crédibilité. Force de ces contradictions flagrantes, les policiers monégasques retournent au chevet de Ted Maher. Les interrogatoires se succèdent, plus pressants, plus ciblés. Ils lui exposent les failles de son récit. Le pull intact, le couteau suspect, l'absence de traces des intrus, la présence inexpliquée de lidocaïne. Maher, au début, s'accroche à son histoire, maintient sa version des faits, celle d'une attaque brutale et d'une réaction courageuse. Mais sous le poids des questions répétées, face aux preuves matérielles qui s'accumulent, sa défense commence à vaciller. Le point de rupture survient lorsque les enquêteurs lui annoncent formellement qu'il est désormais considéré comme responsable de la mort d'Edmond Safra et de Viviane Torrent. La réaction de Maher est décrite comme vivement émotionnelle. Des larmes, des dénégations, une incrédulité affichée face à la gravité de l'accusation. Est-ce la réaction sincère d'un homme injustement accusé ou le jeu d'un manipulateur acculé? Finalement confronté à l'évidence et à l'insistance des policiers, Ted Maher craque. Il passe aux aveux. Il admet alors avoir tout inventé. Il n'y a jamais eu d'intrus, jamais eu d'agression. Il était seul avec ses deux patients cette nuit-là. C'est lui qui a simulé la blessure au couteau, lui qui a délibérément allumé l'incendie. Son mobile confessé? Un besoin maladif de reconnaissance, une tentative désespérée de se faire passer pour un héros aux yeux de son richissime et puissant employeur, Edmond Safra, dans l'espoir, peut-être, d'obtenir sa gratitude, son estime, voire une récompense substantielle. Peu après ses aveux, Ted Maher est officiellement arrêté à sa sortie de l'hôpital. Il est conduit au poste de police pour la signature de sa déposition formelle. C'est à ce moment, selon les affirmations ultérieures de Maher, que les enquêteurs auraient exercé une forte pression psychologique pour s'assurer de sa coopération écrite. Il prétendra qu'ils ont utilisé le passeport de sa femme et des photos de ses enfants comme moyen de chantage, le menaçant implicitement quant à l'avenir de sa famille s'il refusait de signer. Se sentant piégé et affirmant vouloir protéger les siens, Ted Maher appose sa signature au bas de la confession qui fera de lui, aux yeux de la justice monégasque, le seul et unique responsable de la tragédie de la Belle Époque. À peine 3 jours après l'incendie fatal, alors que les obsèques d'Edmond Safra se déroulent à Genève, les autorités monégasques convoquent une conférence de presse pour annoncer la résolution, jugée rapide, de l'affaire. Le procureur en chef de la principauté déclare officiellement que Ted Maher, l'infirmier américain, est inculpé d'incendie criminel ayant provoqué la mort d'Edmond Safra et de Viviane Torrent. L'enquête semble close. Le mobile avancé, basé sur les aveux signés de Maher lui-même, est pour le moins surprenant. L'infirmier aurait orchestré toute cette mise en scène macabre, l'agression simulée, sa propre blessure, l'incendie, dans le seul but d'attirer l'attention et l'estime de son employeur, de se poser en héros salvateur. Une explication qui laisse l'opinion publique et l'entourage des victimes incrédules.
Lily Safra, la veuve du milliardaire, exprime sa totale stupéfaction. Comment comprendre un tel acte? Quelle motivation dérisoire peut pousser quelqu'un à commettre l'irréparable? Ce scepticisme est largement partagé. La rapidité avec laquelle l'affaire est bouclée, la simplicité déconcertante du mobile officiel face à la complexité et la gravité des faits, tout cela suscite des interrogations. Ted Maher a-t-il réellement mis en péril sa propre vie et causé la mort de 2 personnes par simple désir de reconnaissance? Certains peinent à le croire. Une autre lecture des événements, plus pragmatique, bien que tout aussi sombre, est alors envisagée. Et si le véritable moteur de Maher n'était pas la quête d'estime, mais l'appât du gain, s'il avait imaginé qu'en déjouant une fausse agression et en sauvant la vie de son richissime patron, il obtiendrait une récompense financière si généreuse qu'elle transformerait radicalement son existence? Un scénario où la cupidité aurait conduit à une tragique erreur de calcul, un plan dévoyé aux conséquences fatales. Cette hypothèse d'un mobile plus vénal, bien que non confirmée, jette une ombre persistante sur la version officielle et la confession de Ted Maher. Le doute subsiste. Ted Maher passe les 2 années suivantes en détention préventive à Monaco, dans l'attente de son procès. Une attente qui, matériellement du moins, se déroule dans des conditions surprenantes pour un homme accusé d'un crime aussi grave. La prison monégasque, selon les descriptions, tient plus de l'hôtellerie que du centre pénitentiaire classique. Cellules individuelles climatisées, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée, réfrigérateur, lit confortable, bureau. Le contraste est saisissant avec l'image habituelle de l'univers carcéral. Un confort relatif qui n'efface cependant pas l'angoisse de l'attente et le poids de l'accusation. Durant cette longue période, les enquêteurs reviennent à la charge à 9 reprises. 9 interrogatoires au cours desquels Ted Maher s'en tient scrupuleusement à la version consignée dans ses aveux signés quelques jours après le drame. Il était seul responsable. L'agression était simulée. L'incendie déclenché volontairement dans un but héroïque. Officiellement, l'affaire est entendue. Pourtant, une ambiguïté subsiste. Dans son fort intérieur, Maher clamerait une autre vérité, celle de la présence réelle des 2 intrus cette nuit-là. Il se vit comme une victime, injustement traité de meurtrier, piégé par une confession extorquée et une vérité que personne ne semble vouloir entendre. Enfin, après 2 ans, la date du procès est fixée, le 21 novembre 2002. Pour organiser sa défense, Ted Maher sollicite les services d'un avocat américain réputé et combatif, maître Michael Griffith. Dès qu'il prend connaissance du dossier, Griffith se forge une conviction inébranlable. Son client est innocent. Il estime que les aveux initiaux de Maher sont le fruit de mauvais conseils juridiques et d'une pression psychologique intense exercée par les enquêteurs monégasques. Pour l'avocat américain, la vérité intrinsèque de son client finira par triompher. Griffith va même plus loin, épousant une théorie plus dérangeante, celle du bouc émissaire. Il suggère que Ted Maher, l'étranger, l'Américain moyen, est l'accusé idéal pour clore rapidement et commodément une affaire criminelle embarrassante pour la principauté. Un crime violent et non résolu à Monaco, impensable pour l'image de sécurité absolue que le Rocher tient à préserver. Maher aurait donc fait les frais de cette exigence politique, sacrifié sur l'autel de la réputation monégasque. Le procès qui s'annonce ne sera pas seulement celui de Ted Maher, mais aussi, implicitement, celui des méthodes d'enquête et des motivations réelles des autorités de la principauté. Après presque 3 ans d'une détention préventive aux conditions étonnamment clémentes, Ted Maher s'apprête enfin à faire face à la justice monégasque. Cependant, à la veille de l'ouverture du procès, l'espoir d'une peine légère, que ses avocats locaux lui auraient laissé entrevoir, s'évanouit brutalement. Maître Blanc et Blot, ses conseils monégasques, lui annoncent une nouvelle alarmante. Le procureur, Maître Cerdet, ne se contentera pas de l'accusation d'incendie involontaire. Il requerra une peine de 12 ans de réclusion pour homicide sur 2 personnes. La qualification retenue est bien plus sévère. L'enjeu devient existentiel. Pour Maher, c'est un coup de massue. Il réalise soudain l'extrême gravité de sa situation et la détermination de l'accusation à lui faire porter l'entière responsabilité du drame. Son désarroi s'accroît lorsqu'une décision du juge vient le priver de son principal défenseur stratégique. Son avocat américain, le réputé et combatif Michael Griffith, en qui il plaçait toute sa confiance, n'est pas autorisé à plaider activement devant la cour. Invoquant une incompatibilité entre les traditions juridiques anglo-saxonnes et monégasques, le tribunal le cantonne à un rôle de simple conseiller, muet durant les audiences. Ted Maher se sent alors profondément isolé,
privé de la voix qu'il jugeait la plus apte à défendre sa cause et à exposer sa théorie de l'innocence, ou du moins de l'absence d'intention criminelle. Le 21 novembre 2002, le procès s'ouvre dans une ambiance électrique au palais de justice de Monaco. L'événement est sans précédent pour la principauté, attirant une foule de journalistes venus du monde entier. On parle du procès du siècle sur le Rocher, l'équivalent judiciaire du Grand Prix automobile en termes d'attention médiatique et de prestige. La salle d'audience, décrite comme ayant l'opulence et la solennité d'une église, avec son immense crucifix dominant le tribunal, est comblée. Au milieu de cette agitation, Ted Maher, l'infirmier américain, apparaît presque comme une anomalie, un personnage simple, presque naïf, projeté au cœur d'une bataille juridique aux enjeux colossaux, entouré de figures puissantes et d'avocats parmi les plus brillants d'Europe. Face à lui, les forces en présence sont impressionnantes. Il y a d'abord l'accusation, représentée par le procureur Serdette, figure imposante dans sa robe rouge. Puis, la partie civile, incarnée par la veuve Lily Safra. Puissante et déterminée à obtenir justice pour son mari, elle ne lésine pas sur les moyens. Conseillée, dit-on, par les plus hautes sphères, elle s'est entourée d'une équipe d'avocats de très haut vol. Le ténor suisse Marc Bonan et l'ancien ministre français de la Justice, Georges Kiechman. Cette délégation prestigieuse loge dans des suites de l'Hôtel de Paris, l'un des plus chers au monde, illustrant les ressources financières considérables déployées pour s'assurer de la condamnation de Maher. On estime à près d'1 million de dollars le coût de cette mobilisation juridique privée. Lily Safra elle-même adopte une posture de sobriété étudiée, vêtue d'un tailleur-pantalon discret, sans bijoux apparents, mais sa présence et celle de ses avocats pèsent lourdement sur l'audience. Enfin, il y a les intérêts de la principauté elle-même. Pour Monaco, ce procès est aussi une question d'image. Un crime aussi violent au cœur de son territoire, impliquant l'une de ses plus grandes fortunes, ne peut rester impuni ou entouré de doutes. La réputation de sécurité absolue du Rocher, argument essentiel pour attirer et retenir les milliardaires du monde entier, est en jeu. Un verdict jugé trop clément ou une enquête paraissant bâclée pourrait avoir des conséquences économiques désastreuses. Face à cette coalition d'intérêts financiers, juridiques et politiques, Ted Maher et sa défense locale semblent bien isolés. Maher le sent, les dés sont pipés, les cartes sont toutes entre les mains de ses adversaires. C'est sa vie qui se joue, mais il n'est qu'un pion dans une partie qui le dépasse largement. La bataille s'annonce inégale. Le procès de Ted Maher s'engage, et très vite, l'attention se cristallise autour de la personnalité complexe de l'accusé et des circonstances troubles entourant la mort du milliardaire Edmond Safra. Les débats sont marqués par des moments forts et parfois déroutants. Dès le deuxième jour, un témoin de prestige est appelé à la barre. Joseph Citruc, alors grand rabbin de France, vient rendre un hommage appuyé à son ami défunt, Edmond Safra, soulignant sa générosité et son importance au sein de la communauté. Vient alors un moment singulier, permis par la procédure monégasque qui autorise l'accusé à interroger directement les témoins. Tous les regards se tournent vers Ted Maher. Au lieu de chercher à contester le témoignage ou à se défendre, l'infirmier américain, d'une voix posée, formule une demande inattendue. Il sollicite du grand rabbin qu'il récite une prière pour le repos de l'âme de M. Safra et de Mme Torrente. La salle est saisie par cette requête décalée. Le rabbin Citruc accède à la demande, et pendant quelques instants, une atmosphère de recueillement surréaliste s'installe. Juges, jurés, avocats et public inclinant la tête. Cet épisode renforce l'image d'un Ted Maher énigmatique, oscillant entre apparente dévotion et possible dissociation de la réalité de sa situation judiciaire. Pendant ce temps, la défense de Maher, bien que privée de la plaidoirie de l'avocat américain Griffith, déploie sa stratégie. Elle s'attaque avec vigueur à la gestion de la crise par les autorités monégasques la nuit du drame. Les contre-interrogatoires des policiers et des pompiers sont incisifs. Les avocats pointent du doigt la lenteur de l'intervention, les hésitations dans la prise de décision, notamment le délai important avant que les pompiers ne soient autorisés à pénétrer dans l'appartement en feu. Ils insistent sur le manque d'expérience supposé des forces de l'ordre local face à un événement d'une telle ampleur et d'une telle violence. Le premier policier sur les lieux admet n'avoir jamais été confronté à des blessures par balle ou par arme blanche au cours de ses 22 ans de carrière à Monaco. La défense suggère ainsi que des vies auraient pu être sauvées si l'intervention avait été plus rapide et plus efficace, tentant de diluer la responsabilité de Maher dans les manquements présumés des secours. Face à ces critiques, la réponse du procureur Serdette, qualifiant la réaction des autorités de lenteur nécessaire,
ne fait qu'ajouter à la confusion et à l'étrangeté ambiante. Au milieu de ces joutes oratoires, une figure reste imperturbable, Heidi Maher. Présente chaque jour au premier rang, elle soutient son mari d'un regard fixe, affichant une confiance inébranlable en son innocence. Sa loyauté silencieuse est un point d'ancrage pour Ted, mais elle contraste de plus en plus avec les perceptions extérieures. Car le comportement de Ted Maher lui-même intrigue et sème le doute, y compris chez ceux qui l'observent attentivement. Le narrateur de notre enquête confie son propre scepticisme grandissant. Au fil des audiences, Maher apparaît parfois distant, le regard perdu dans le vague. Ses réponses, bien que conformes à sa confession initiale, semblent parfois trop longues comme récitées, manquant de spontanéité. Une impression de décalage, de façade, s'installe. Cette perception est corroborée par Michael Griffith, l'avocat américain qui le conseille en coulisses. Griffith reconnaîtra plus tard avoir été déstabilisé par l'évolution de son client. Si, lors de leurs premiers entretiens, Maher lui était apparu comme un homme normal, accablé mais cohérent, son attitude durant le procès a changé. Son regard est devenu étrange, sa façon de parler, de fournir des explications, semblait indiquer que quelque chose ne tournait pas rond. Griffith ira jusqu'à évoquer l'idée d'un homme fou, tout en reconnaissant une forme de gentillesse fondamentale. Ted Maher apparaît de plus en plus comme une énigme psychologique. Un homme peut être dépassé par les événements, ou cachant une vérité plus complexe sous une apparence de simplicité. Après 10 jours intenses de témoignages, d'expertise et de plaidoiries, les débats prennent fin. Le sort de Ted Maher est désormais entre les mains des 6 membres de la Cour, 3 juges professionnels et 3 jurés citoyens. Ils devront démêler le vrai du faux dans cette affaire aux multiples zones d'ombre, décider si Ted Maher est un pyromane maladroit et homicide involontaire, un manipulateur calculateur, ou la victime d'une machination qui le dépasse. La délibération s'annonce décisive. Le procès touche à sa fin. Après 12 jours d'audience intense et souvent déroutante, Ted Maher est ramené dans la salle d'audience du palais de justice pour entendre le jugement. L'attente est pesante. Quelle facette de cet homme complexe la Cour a-t-elle retenue? Le héros malheureux piégé par les circonstances ou le manipulateur responsable d'une tragédie? La presse avait même évoqué une dualité à la Dr Jekyll et Mr Hyde, tant sa personnalité semblait insaisissable. La réponse arrive avec une célérité qui stupéfie l'Assemblée. Moins de 45 minutes. C'est le temps qu'il faut aux 3 juges et aux 3 jurés pour délibérer sur une affaire aussi complexe, sur un procès qui a tenu Monaco en haleine. Une rapidité qui interroge. Est-ce le signe d'une évidence écrasante ou d'une volonté de clore rapidement ce chapitre embarrassant? Le président de la Cour lit ensuite le jugement, une déclaration longue et formelle, donnant l'impression, selon certains observateurs, d'avoir été rédigée à l'avance. Le verdict est sans appel. Ted Maher est reconnu coupable. La peine prononcée est de 10 ans de réclusion criminelle. La décision aurait été acquise par 4 voix contre 2. La réaction de Ted Maher à l'énoncé du verdict est aussi déconcertante que son attitude durant le procès. Saisissant son téléphone portable, il joint sa mère aux États-Unis. Les mots sont brefs, factuels, presque dénués d'émotions apparentes. Coupable, 10 ans, dis-le aux enfants. Puis il raccroche. Pas de cris, pas de colère visible, juste la communication laconique d'une sentence qui va bouleverser sa vie et celle de sa famille. À quelques pas de là, une autre détresse s'exprime. Heidi Maher, qui avait fait preuve d'un soutien sans faille tout au long des audiences, quitte la salle, le visage inondé de larmes. C'est l'effondrement d'une épouse qui a cru en l'innocence de son mari jusqu'au bout. Le verdict vient de briser ses dernières certitudes, sa dernière loyauté. Elle réalise peut-être, à cet instant, la terrible vérité, ou du moins la version que la justice a choisi de retenir. Plus tard, Ted Maher fera une déclaration publique pour demander pardon. Mais ses excuses s'adressent uniquement aux familles Safra et Torrent. Une démarche qui suscite l'incompréhension de son propre avocat américain, Michael Griffith. Pourquoi ne pas mentionner sa propre femme, ses propres enfants, eux aussi victimes collatérales de ce drame et de ces mensonges présumés? Cet oubli, volontaire ou non, sonne comme une ultime maladresse ou une preuve supplémentaire de son égocentrisme. Pour Heidi, c'est le coup de grâce. Le verdict, l'attitude de son mari, tout concourt à la rupture définitive. Elle est épuisée par l'affaire, par l'attention médiatique incessante, par le combat pour défendre un homme dont elle ne sait plus que penser. Elle décide d'abandonner, de tourner la page pour se reconstruire loin de lui. Elle le croit désormais coupable. Pour Ted Maher, c'est la confirmation de son isolement total.
Condamné par la justice, il est maintenant aussi abandonné par celle qui fut son plus fidèle soutien. Il entame sa peine avec le poids de la culpabilité officielle et le sentiment amer de la trahison intime. Ted Maher entame donc sa peine de 10 ans dans la prison de Monaco. Mais l'infirmier américain, loin de se résigner, est animé par un profond sentiment d'injustice. Persuadé d'être victime d'une machination, il ne cesse de clamer son innocence, du moins intérieurement. Il affirmera même plus tard que les conditions de détention visaient à le briser psychologiquement, à le pousser au désespoir, voire au suicide. Mais Maher tient bon, nourri par l'espoir qu'un jour, la vérité sur la mort d'Edmond Safra éclatera et qu'il sera réhabilité. Il refuse d'être le coupable idéal qui permettrait à Monaco de refermer définitivement ce dossier embarrassant. Pendant que la principauté pense avoir tourné la page, Ted Maher prépare en secret un coup d'éclat qui va de nouveau la plonger dans la stupeur. Il n'est pas seul dans ce projet fou. Il s'associe à son compagnon de cellule, un certain Luigi, décrit comme un voleur d'origine italienne. Ensemble, ils élaborent un plan d'évasion audacieux, presque irréel dans le contexte de la prison monégasque, réputée pour sa sécurité. Avec une patience et une discrétion remarquables, Maher se procure une lame de scie. Nuit après nuit, pendant des semaines, dans le secret de sa cellule, il entreprend de scier les barreaux de sa fenêtre. Un travail de longue haleine, méticuleux, exécuté dans la crainte constante d'être découvert par les gardiens lors des rondes. Finalement, l'obstacle cède. La voie vers l'extérieur est ouverte. La nuit choisie pour l'évasion n'est pas anodine. Le 21 janvier 2003, jour de l'anniversaire de sa sœur Tammy, à qui il est très attaché. Utilisant la technique classique des films d'évasion, Maher et Luigi nouent leur drap pour confectionner une corde rudimentaire. Sous le couvert de l'obscurité, ils se glissent par l'étroite ouverture et descendent le long de la façade de la prison. L'impensable s'est produit. Une évasion réussie à Monaco, la première depuis plus d'un demi-siècle. L'événement fait l'effet d'une bombe et ridiculise les autorités pénitentiaires et policières de la principauté. Cependant, la liberté retrouvée est précaire et solitaire. À peine dehors, Luigi, le compagnon d'évasion, fausse compagnie à Maher, le laissant se débrouiller seul. Ted Maher n'a d'autre choix que de fuir. À pied, traversant clandestinement Monaco aussi vite que ses jambes le permettent, il parvient à franchir la frontière française et à atteindre Nice. Là, il cherche à se fondre dans l'anonymat de la grande ville. Il réussit à prendre une chambre dans un hôtel, utilisant une fausse identité. Mais il est sans argent, sans contact, dans un pays dont il ne parle pas la langue. Sa situation est désespérée. Il décide alors de contacter sa sœur Tammy aux États-Unis. Il lui téléphone, lui souhaite d'abord un joyeux anniversaire, puis lui expose une version arrangée de sa situation. Il prétend être tombé en panne avec sa voiture, être bloqué à la réception d'un hôtel, avoir tout perdu et avoir besoin d'urgence d'un numéro de carte de crédit pour payer la chambre. Tammy, bien que très inquiète et sans doute consciente que quelque chose ne tourne pas rond, ne peut se résoudre à abandonner son frère dans une telle détresse apparente. Elle lui communique les informations de sa carte bancaire. Ted Maher se croit momentanément tiré d'affaire, pensant pouvoir se cacher parmi les milliers d'hôtels de Nice. Il sous-estime la rapidité de la réaction des autorités et l'étendue de la chasse à l'homme qui est déjà lancée à ses trousses. Sa cavale ne fait que commencer, et ses chances de rester libre semblent bien minces. La liberté de Ted Maher sur la Côte d'Azur est de très courte durée. Piégé par le prêtre qu'il pensait être un allié, il est rapidement localisé et arrêté par la police française à Nice. Son rêve d'échapper à la justice monégasque s'est évanoui en quelques heures. Extradé sans délai vers la principauté, il retourne à la case départ, la prison de Monaco, d'où il s'était si spectaculairement échappé. Non seulement il doit continuer à purger sa peine de 10 ans pour les homicides involontaires d'Edmond Safra et Viviane Torrent, mais il doit désormais répondre de son évasion devant les tribunaux. Le procès pour évasion se déroule quelque temps plus tard. Ted Maher y adopte une posture devenue familière, celle de la victimisation et du rejet de la responsabilité sur autrui. Observant les débats, son ancien avocat américain, Michael Griffith, exprimera sa lassitude face à ce comportement répétitif, soulignant la difficulté à éprouver de la compassion pour un homme qui refuse d'assumer même ses actes les plus évidents. Sans surprise, Maher est reconnu coupable, et sa peine initiale est alourdie d'une année supplémentaire. Les années qui suivent sont celles de la longue détention. Ted Maher purge sa peine dans la prison monégasque. Sa sœur Tammy, qui maintient le contact, le décrit comme un homme étonnamment résilient, doté d'une foi solide qui l'aide à tenir. Cependant, des échos de sa vie carcérale suggèrent une transformation. L'homme un peu effacé
parfois déroutant, observé lors du procès initial, semble avoir gagné en assurance. Il ne cesse de clamer son innocence concernant la mort de Safra et Torrente, affirmant être victime d'une terrible erreur judiciaire. Il multiplie les courriers, tente de mobiliser l'opinion, refusant que sa version des faits, celle des intrus, soit définitivement enterrée. Puis, en août 2007, après avoir purgé près de 8 ans de sa peine totale, Ted Maher est libéré. Il quitte immédiatement Monaco et prend un avion pour les États-Unis. Son objectif prioritaire, retrouver ses enfants, dont il a été séparé pendant toutes ces années, et tenter de reconstruire sa vie sur le sol américain, loin du drame monégasque. Les retrouvailles avec sa sœur Tammy à l'aéroport sont chargées d'émotions. Tammy avouera avoir redouté de retrouver un homme brisé, détruit par l'épreuve. Mais elle découvre un Ted Maher physiquement marqué, certes, mais psychologiquement combatif, toujours le même frère génial, bien que parfois énervant. La joie de ces retrouvailles est cependant brutalement assombrie. Dès son arrivée sur le sol américain, Ted Maher se voit signifier une ordonnance restrictive obtenue par son ex-femme, Heidi. Cette décision de justice lui interdit formellement d'approcher ou de contacter ses propres enfants. C'est un coup d'une violence inouïe pour cet homme qui rêvait de renouer les liens familiaux. Maher y voit une ultime trahison, une manœuvre de Heidi, peut-être paniquée à l'idée de son retour et de sa potentielle réintégration dans la vie de ses enfants. Des années après sa libération, le combat de Ted Maher n'est pas terminé. Il continue de lutter devant les tribunaux américains pour faire valoir ses droits parentaux, pour obtenir le droit de revoir ses enfants. Parallèlement, il maintient avec force sa position sur l'affaire Safra. Il se dit accusé à tort, victime d'une justice expéditive, et reste convaincu que la vérité sur la mort du milliardaire et de son infirmière est bien plus complexe et implique des personnages puissants restés impunis. Sa vie après la prison reste marquée par les conséquences indélébiles de cette nuit tragique à Monaco. De retour sur le sol américain en août 2007, Ted Maher retrouve sa sœur Tammy. Les retrouvailles sont empreintes d'émotion, mais Tammy constate que son frère, malgré les années d'incarcération et l'épreuve traversée, est resté fondamentalement le même homme, avec sa personnalité parfois déroutante, mais aussi son attachement familial. Cependant, l'espoir d'une réintégration rapide et d'une vie nouvelle est immédiatement douché. À peine arrivé, Ted Maher se voit signifier une ordonnance restrictive, obtenue par son ex-femme Heidi, lui interdisant tout contact avec ses propres enfants. C'est un coup terrible, qu'il interprète comme une ultime trahison, la preuve, selon lui, de la panique de Heidi à l'idée de le voir revenir et potentiellement bouleverser l'équilibre qu'elle a reconstruit sans lui. Le combat de Ted Maher n'est donc pas terminé. Libéré de la prison monégasque, il doit désormais lutter devant les tribunaux américains pour reconquérir ses droits parentaux, pour revoir ses enfants. Parallèlement, il maintient avec une constance inébranlable sa position sur l'affaire Safra. Il clame son innocence, se déclare victime d'une erreur judiciaire orchestrée pour protéger des intérêts supérieurs. Il persiste à dire que d'autres personnes étaient impliquées dans la mort du milliardaire, des individus puissants qui n'ont jamais été inquiétés et qui connaissent la vérité. Face à ces affirmations répétées, face aux nombreuses zones d'ombre qui entourent encore cette affaire, les intrus fantômes, la sécurité défaillante, le mobile officiel peu convaincant, le doute subsiste. La version officielle monégasque, si rapidement établie, est-elle réellement toute la vérité ? Ou n'est-elle qu'une façade commode, un mensonge d'État destiné à préserver l'image idyllique de la principauté, comme le suggèrent certains ? Connaîtra-t-on jamais le fin mot de cette histoire ? Michael Griffith, l'avocat américain de Maher, affiche une certitude absolue quant à l'innocence de son client. Mais pour d'autres observateurs, l'énigme demeure. Ted Maher était-il une victime, un homme dérangé, ou le gardien silencieux d'une vérité inavouable qu'il a peut-être emporté avec lui ? L'affaire Safra conserve, des années après, une part irréductible de mystère. Ainsi se termine notre plongée dans les méandres de cette affaire complexe et fascinante. Je vous remercie de votre fidélité et de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur True Crime Français. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle enquête, une nouvelle histoire à décrypter ensemble. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Bienvenue sur True Crime Français, où les énigmes criminelles prennent vie. Chers amis, aujourd'hui, nous vous emmenons dans un palais fastueux, niché au bord du lac supérieur. Ses murs ornés de tapisseries rares, ses cheminées en marbre algérien. Voici Glensheen, le joyau de la famille Cangdon, une dynastie baignant dans une fortune de millions. Mais sous ce vernis d'opulence, un drame inconcevable se joue.
Une nuit d'été 1977, 2 femmes sont brutalement assassinées dans ce sanctuaire doré. Qui a pu pénétrer ce château imprenable? Pourquoi ce crime reste-t-il impuni? Les journaux s'enflamment, le public s'interroge. Est-ce un cambriolage qui a mal tourné, ou un secret plus sombre? Plongez avec nous dans ce mystère, où l'argent, la trahison et le sang tissent une toile aussi fascinante qu'effrayante. Le 27 juin 1977, la ville de Duluth s'éveille sous un ciel d'été paisible. Mais pour l'inspecteur Gary Vallier, ce jour restera gravé dans sa mémoire comme le début d'une énigme insoluble. Appelé en urgence à l'adresse la plus prestigieuse de la ville, 3300 London Road, il se dirige vers Glensheen, la demeure légendaire des Cangdon. « Je n'étais jamais entré dans un tel endroit », confie-t-il, la voix encore empreinte d'étonnement. C'était comme pénétrer un musée, un monde à part. Dès qu'il franchit la porte principale, Vallier est accueilli par ses collègues, déjà sur place. Les murs en bois sculptés, les tapis orientaux, tout évoque une opulence irréelle. Mais une odeur familière le ramène à la réalité. Une senteur cuivrée, celle du sang, flotte dans l'air. Cette odeur, on ne l'oublie jamais, murmure-t-il. En suivant ses collègues vers l'escalier monumental, il aperçoit une jambe nue, inerte, dépassant d'une banquette près d'une fenêtre. C'est le premier corps. Sur le palier, Vallier découvre la première victime, Hélène Martel, l'infirmière de nuit d'Isabelle Cangdon, l'héritière de la famille. Le corps d'Hélène gît là, tourné vers la droite, la tête légèrement inclinée, les mains levées comme pour se protéger. Elle s'est battue, note Vallier, observant les bleus et les coupures qui marquent ses bras. Autour d'elle, des vêtements déchirés et des objets éparpillés jonchent l'escalier, témoins d'une lutte acharnée. Sur le tapis, un chandelier en argent, taché de sang, attire son regard. L'arme du crime? Peut-être, pense-t-il, notant sa position près du corps. Les blessures sur les mains d'Hélène, profondes et nombreuses, racontent une résistance désespérée face à son agresseur. Vallier gravit l'escalier, le cœur lourd, jusqu'à la chambre d'Isabelle Cangdon. Là, une vision glaçante l'attend. Isabelle, âgée de 82 ans, repose sur son lit, un oreiller en satin rose pressé contre son visage. Du sang macule le tissu, mais son corps ne porte aucune autre marque de violence. En soulevant l'oreiller, Vallier découvre un visage bleui par l'asphyxie. Elle a été étouffée, conclut-il, scrutant la pièce. La chambre semble avoir été fouillée. Des tiroirs entr'ouverts, une boîte à bijoux renversée sur le sol. Quelques pièces précieuses manquent, une montre, une bague, mais d'autres, bien plus précieuses, sont intactes. Pourquoi laisser tant de valeur derrière? S'interroge-t-il. Un détail étrange attire son attention. Tous les tiroirs sont tirés à la même profondeur, comme si quelqu'un avait orchestré une mise en scène. On dirait une tentative maladroite de simuler un cambriolage, murmure Vallier. La boîte à souvenirs d'Isabelle, remplie de lettres et de médailles, n'a pas été touchée. Ce contraste entre le désordre apparent et les objets intacts sème le doute. Qui aurait pris le risque de tuer 2 femmes pour si peu? Et pourquoi dans une maison si bien protégée, sans signe d'effraction? Les premières heures de l'enquête s'annoncent tardues. Vallier sait que chaque détail compte. Nous avions 2 victimes, une scène de crime complexe et aucune piste évidente, se souvient-il. Les domestiques, interrogés sur place, affirment n'avoir rien entendu cette nuit-là. Le silence de Glensheen, habituellement synonyme de sérénité, semble désormais cacher un secret mortel. Alors que la police commence à fouiller la demeure, une question obsède Vallier. Qui avait un mobile assez puissant pour orchestrer un tel carnage dans ce sanctuaire doré? Pendant 3 jours, la police fouille chaque recoin de Glensheen, interrogeant les domestiques et scrutant la moindre trace. Mais le mystère s'épaissit. Aucun signe d'effraction, aucun bruit entendu dans la nuit. C'était comme si le meurtrier s'était évaporé, confie l'inspecteur Gary Vallier, le regard perdu. Les indices sont rares et les témoignages des employés, d'une loyauté sans faille envers les Cangdon, n'offrent aucune piste. Les enquêteurs se retrouvent dans une impasse face à une scène de crime aussi déroutante que silencieuse. À Duluth, où les homicides sont presque inexistants, le double meurtre secoue la petite communauté. Les journaux locaux titrent sans relâche « Massacre à Glensheen, qui a tué l'héritière ?» Les habitants, autrefois confiants dans leur havre de paix, commencent à verrouiller leurs portes, hantés par l'idée qu'un tueur rôde encore. « On ne parlait que de ça », se souvient un voisin.
Comment 2 femmes sans défense ont-elles pu être assassinées dans une forteresse pareille? Au départ, la police penche pour un cambriolage qui aurait mal tourné, mais Vallier n'est pas convaincu. Quelques bijoux volés, mais des trésors inestimables laissés intacts. Ça n'a pas de sens, murmure-t-il. Cette incohérence alimente les spéculations. Était-ce un acte de vengeance? Une querelle familiale? Les médias amplifient le mystère, comparant l'affaire à un jeu d'énigmes grandeur nature. Le public, fasciné, attend des réponses. Pourtant, une question obsède Vallier. Si ce n'était pas un simple vol, quel mobile pouvait justifier une telle sauvagerie? Dans l'ombre des plafonds dorés de Glensheen, un secret semble attendre d'être dévoilé. Pour comprendre le mystère de Glensheen, il faut remonter aux origines de la fortune des Cangdon. À la fin du XIXe siècle, Théodore Cangdon, un magnat du minerai de fer, amasse une richesse colossale. En 1905, il fait construire Glensheen, un château de 39 pièces surplombant le lac supérieur. C'était un palais digne des rois, raconte un historien local. Les cheminées en marbre italien, les plafonds ornés de feuilles d'or 22 carats, les tapis persans. Chaque détail respire l'opulence. Les jardins s'étendent sur 6 hectares, avec une jetée privée et des écuries. Théodore et sa femme, Clara, y élèvent leurs 7 enfants dans un luxe inégalé. Isabelle, la cadette, hérite de cette fortune, évaluée à 45 millions de dollars en 1977. Célibataire, elle adopte 2 filles, Camille et Sophie, qu'elle élève comme des princesses. Les dîners à Glensheen sont des événements formels, où les robes de soirée sont de rigueur. Les filles fréquentent les meilleures écoles, voyagent en Europe et vivent entourées de domestiques. Elles n'avaient qu'à lever un doigt pour que leur désir soit exaucé, se souvient une amie de la famille. Mais derrière ce faste, des tensions couvent. Camille, l'aînée, est discrète et dévouée à des œuvres caritatives. Sophie, en revanche, montre dès l'enfance un appétit insatiable pour l'argent. Elle dépensait sans compter, confie un proche. Adolescente, elle subtilise des objets précieux de Glensheen pour les vendre, obligeant la famille à les racheter en secret. Isabelle, inquiète, l'envoie dans une école stricte, espérant corriger son comportement. Mais Sophie reste insoumise, manipulant ses proches pour obtenir ce qu'elle veut. Elle avait un charme dangereux, note un ancien professeur. Alors que l'enquête sur le double meurtre piétine, l'inspecteur Gary Vallier commence à s'intéresser à cette fortune. Quand autant d'argent est en jeu, il faut chercher qui en profite, explique-t-il. Isabelle, dernière héritière directe des Cangdon, contrôlait un empire financier. Sa mort redistribue les cartes. Qui, dans l'ombre, aurait pu convoiter cet héritage? Les soupçons se tournent vers la famille, où l'argent a toujours été source de discorde. Glensheen était un écrin doré, mais aussi une cage pour certains, murmure Vallier. Un mobile se dessine, tapi dans les secrets de cette dynastie. Dans l'ombre de Glensheen, un personnage intrigue l'inspecteur Gary Vallier, Sophie Cangdon, la fille adoptive d'Isabelle. Elle était différente, même enfant, confie une domestique, le regard empreint de méfiance. Sophie grandit dans un monde où l'argent coule à flot, mais son appétit pour le luxe semble insatiable. Dès son adolescence, elle se distingue par des frasques audacieuses. Elle prenait des bibelots précieux dans la maison pour les vendre en cachette, raconte un cousin. La famille, humiliée, devait racheter ses trésors pour éviter le scandale. Isabelle, désespérée, envoie Sophie dans une école privée réputée pour sa discipline de fer, dans l'espoir de la ramener dans le droit chemin. Mais Sophie, rusée, contourne les règles avec une aisance déconcertante. À 16 ans, son comportement prend une tournure plus inquiétante. Elle écrivait des lettres à sa mère, pleines de mensonges, pour lui soutirer de l'argent, révèle un proche. Dans ses missives, Sophie invente des histoires tragiques, une amie malade, un projet scolaire coûteux, pour manipuler Isabelle. Excédée, cette dernière prend une décision radicale. Sophie est internée dans un hôpital psychiatrique de luxe à Chicago. Les médecins, après des mois d'observation, posent un diagnostic troublant. Trouble de la personnalité antisociale. Sophie manque d'empathie et agit sans remords, note un rapport médical. Manque. Pourtant, après 1 an de traitement, elle semble se stabiliser. Libérée, elle s'installe à Minneapolis pour poursuivre ses études. C'est là qu'elle rencontre Paul Moreau, un courtier en assurance ambitieux. Leur histoire d'amour, passionnée, débouche rapidement sur un mariage fastueux à Glensheen. Ils semblaient fous l'un de l'autre, se souvient une amie. Le couple s'installe à Minneapolis et accueille 7 enfants. Pendant quelques années, Sophie joue le rôle de la mère dévouée, organisant des fêtes somptueuses et offrant à ses enfants des cours d'équitation et de piano. Mais son obsession pour le luxe refait surface.
Elle voulait toujours le meilleur, peu importe le prix, explique Paul. Pour les compétitions équestres de ses fils, elle commande des selles sur mesure importées d'Italie. Pour leurs leçons de musique, elle achète un piano à queue digne d'un concertiste. Cette frénésie dépensière creuse un fossé dans leur mariage. Paul commence à recevoir des appels de créanciers, furieux de factures impayées dont il ignorait tout. Sophie dépensait des fortunes en secret, confie-t-il, amer. En 1970, il demande le divorce, laissant Sophie seule avec ses enfants. Désormais, elle se tourne vers Glensheen, quémandant sans relâche l'aide financière d'Isabelle. Mais sa famille, lassée de ses frasques, la considère comme une paria. « Sophie était le mouton noir », murmure un oncle. Elle avait brisé trop de promesses. Un incident, en novembre 1964, marque un tournant. Sophie arrive à Glensheen, un panier de scones et de confitures artisanales à la main. « C'est pour maman », dit-elle au cuisinier, insistant pour préparer elle-même le plateau. Quelques heures après avoir goûté la confiture, Isabelle s'effondre, plongée dans un coma profond. Les médecins, alarmés, découvrent des traces d'un sédatif puissant, le méprobamate, dans son sang. Un médicament qu'Isabelle n'a jamais pris. Miraculeusement, elle survit, mais Sophie quitte précipitamment Duluth. Pour éviter un scandale, la famille étouffe l'affaire. Les domestiques reçoivent une consigne stricte, ne plus jamais laisser Sophie seule avec Isabelle. On sentait qu'elle était capable de tout, confie l'un d'eux. 2 ans plus tard, Sophie refait sa vie dans le Colorado avec son fils cadet, Lucas. Elle y rencontre son second mari, Victor Lemoine, un ancien employé de casino au chômage. Ensemble, ils caressent un rêve coûteux, ouvrir un haras de pur sang. Ils achetaient des terrains à tour de bras, sans se soucier des dettes, raconte un banquier local. Très vite, leur situation financière devient catastrophique. Les créanciers s'accumulent et des rumeurs circulent. Sophie et Victor trempent dans des fraudes, utilisant de fausses cartes de crédit et montant de prétendus cambriolages pour toucher des assurances. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, dans un hôtel miteux, note Vallier. En mai 1977, Victor se rend à Glensheen, plaidant pour un prêt de 750 000 $ auprès d'Isabelle. Il brandit un faux certificat médical, prétendant que le haras bénéficierait à l'asthme de Lucas. Mais Isabelle, inflexible, le renvoie les mains vides. À l'approche de l'été 1977, Sophie et Victor sont au bord du gouffre. Ils n'avaient plus rien, constate Vallier. Pas d'économie, pas de revenus, juste des dettes. Alors que l'enquête sur le double meurtre s'intensifie, une question hante l'inspecteur. Sophie, avec son passé trouble et sa soif d'argent, aurait-elle pu orchestrer un crime pour s'emparer de l'héritage d'Isabelle ? À l'été 1977, alors que Duluth tente de panser ses plaies après le drame de Glensheen, l'inspecteur Gary Vallier sent qu'il approche d'une vérité enfouie. Les indices rares et l'absence de témoins directs rendent l'enquête ardue. Mais un nom commence à émerger des ombres. Victor Lemoine, le second mari de Sophie Cangdon. Leur situation désespérée nous a alertés, confie Vallier, les yeux plissés par la concentration. Sophie et Victor vivaient dans un gouffre financier. Et l'héritage d'Isabelle, évalué à 45 millions de $, changeait tout. Sophie, avec son passé trouble, est une suspecte évidente. Mais c'est Victor, cet homme discret aux manières insaisissables, qui attire l'attention de Vallier. En mai 1967, un mois avant les meurtres, Victor s'était rendu à Glensheen, plaidant pour un prêt de 750 000 $. Il avait présenté un faux certificat médical affirmant qu'un haras dans le Colorado soulagerait l'asthme de Lucas, le fils de Sophie. Isabelle, inflexible, l'avait éconduit. Ce refus a dû les mettre au pied du mur, murmure Vallier. À peine un mois plus tard, Isabelle et son infirmière, Hélène Martel, sont assassinées et Sophie hérite de 8 millions de $. Trop de coïncidences, note l'inspecteur, le regard fixé sur une photo du couple. Vallier décide de convoquer Sophie et Victor à Duluth, profitant de leur venue pour les funérailles d'Isabelle. L'interrogatoire, organisé dans un bureau austère du commissariat, ne dure que quelques minutes, mais il marque un tournant. Sophie, fidèle à son habitude, parle avec assurance, affirmant qu'ils étaient ensemble dans une laverie du Colorado la nuit des meurtres. Victor, en revanche, reste étrangement silencieux. Vallier remarque des détails troublants. Une coupure fraîche à la lèvre de Victor, sa main droite enflée et une entaille à un doigt. Ces blessures,
Elle correspondait aux traces de lutte sur le corps d'Hélène, se souvient-il. L'autopsie avait révélé des bleus sur la joue gauche et la mâchoire de l'infirmière, comme si elle avait été frappée par un poing. « J'ai senti qu'on tenait quelque chose », ajoute Vallier, la voix teintée d'excitation. Mais des soupçons ne suffisent pas. Vallier sait qu'il lui faut des preuves tangibles. Il ordonne à son équipe de fouiller l'hôtel où logent Sophie et Victor après l'enterrement. Le couple a quitté précipitamment Duluth, mais la chambre n'a pas encore été nettoyée. Dans une poubelle, un agent découvre un ticket de caisse froissé, provenant d'une boutique de l'aéroport de Minneapolis, daté du 27 juin 1977, le jour des meurtres. C'était une percée, déclare Vallier, tenant le reçu comme un trésor. Ce bout de papier prouvait que l'un d'eux était dans le Minnesota, à quelques heures de Glensheen. Une employée de la boutique se souvient d'un homme nerveux, correspondant à la description de Victor, achetant une housse de costume. Il portait une valise en osier, ce qui m'a paru bizarre, témoigne-t-elle. Vallier vérifie auprès des domestiques de Glensheen, une valise en osier, appartenant à Isabelle, a disparu de la chambre le soir du crime. L'enquête prend un nouveau souffle. Vallier envoie une équipe dans le Colorado, où Sophie et Victor résident dans un motel miteux. Le réceptionniste, intrigué par l'arrivée des policiers, leur remet une lettre adressée à Victor, cachetée à Duluth le 27 juin. En l'ouvrant, Vallier découvre une pièce d'or byzantine, petite, mais d'une valeur inestimable. « J'ai su immédiatement ce que c'était, dit-il, le cœur battant. À Glensheen, les domestiques confirment qu'une pièce identique manque dans la collection numismatique d'Isabelle. Mais ce n'est pas tout. L'enveloppe porte une adresse manuscrite. Vallier demande une analyse graphologique. Les experts comparant l'écriture à des échantillons de Victor, tirés d'un ancien procès pour conduite en état d'ivresse. C'est lui, conclut l'analyste, pointant des boucles caractéristiques. Mieux encore, une empreinte digitale, relevée sur le rabat de l'enveloppe, correspond à celle de Victor. On aurait dit un cadeau de Noël, s'exclame Vallier, un sourire rare éclairant son visage. Cette empreinte le plaçait à Duluth le jour des meurtres. Fort de ces découvertes, Vallier retourne à Minneapolis, où Sophie et Victor se sont réfugiés dans un hôtel près de l'aéroport. Munis d'un mandat de perquisition, ils fouillent leur chambre en leur absence. Sur le lit, ils trouvent la housse de costume achetée à l'aéroport, encore étiquetée. Dans une valise, une boîte à collants révèle un trésor inattendu. Une bague en saphir et diamant, une montre en or et un collier de perles, tous identifiés comme appartenant à Isabelle. Ces bijoux n'avaient rien à faire dans un motel du Colorado, note Vallier, examinant les pierres scintillantes. Une domestique de Glensheen confirme. Ces pièces figuraient parmi celles volées dans la chambre d'Isabelle. C'était la preuve qu'on attendait, murmure-t-il, sentant le poids de l'enquête s'alléger. Mais Vallier ne s'arrête pas là. Il interroge des proches du couple dans le Colorado. Un ami de Victor, nerveux, révèle que celui-ci lui a confié ses inquiétudes avant les meurtres. Il parlait sans cesse de dettes, témoigne-t-il. Sophie lui mettait la pression pour trouver de l'argent, coûte que coûte. Un banquier local ajoute que le couple faisait l'objet d'une enquête pour fraude, ayant orchestré un faux cambriolage pour toucher une assurance. Ils étaient aux abois, conclut Vallier. Ils étaient un taux. Cette situation désespérée, combinée à l'héritage de 8 millions de dollars, dessine un mobile limpide. Victor, sous l'influence de Sophie, aurait agi pour s'emparer de la fortune. Lorsque Sophie revient seule à l'hôtel, Vallier l'attend. Il lit ses droits, mais elle répond avec un sourire narquois. « Vous faites erreur, inspecteur », lance-t-elle, avant de réclamer son avocat. Vallier déverse les bijoux volés sur la table devant elle. « D'où viennent-ils » demande-t-il, pointant la bague en saphir. Sophie, imperturbable, répond « Ce ne sont que des copies ». Mais son assurance vacille lorsque Vallier mentionne l'empreinte de Victor. Elle savait qu'on approchait, se souvient-il. Sophie refuse de parler davantage, mais Vallier n'a pas besoin de ses aveux. Les preuves s'accumulent. Le ticket de caisse, l'empreinte, la pièce d'or, les bijoux. Victor était notre homme, affirme-t-il, convaincu que l'étau se resserre. Pourtant, une question persiste. Sophie est-elle la véritable instigatrice ? Victor n'était pas un génie du crime, murmure Vallier. Quelqu'un tirait les ficelles, et tout pointait vers elle. Il décide de concentrer ses efforts sur Victor pour l'instant. Le 6 juillet 1977, Victor Lemoine est arrêté et inculpé pour les meurtres d'Isabelle Cangdon et d'Hélène Martel. « On avait notre suspect », déclare Vallier, le regard déterminé. Mais il sait que l'enquête est loin d'être terminée. Sophie, avec son esprit retors, reste hors de portée.
Et dans l'ombre de Glensheen, d'autres secrets attendent d'être révélés. En juillet 1978, près d'un an après les meurtres de Glensheen, la petite ville de Brainerd, à 200 km de Duluth, devient le théâtre d'un procès retentissant. Victor Lemoine, accusé du double meurtre d'Isabelle Cangdon et d'Hélène Martel, se tient dans le box des accusés. La salle d'audience, envahie par des hordes de journalistes, vibre d'une tension palpable. C'était l'affaire la plus médiatisée du Minnesota, se souvient l'inspecteur Gary Vallière, ajustant ses notes avant de témoigner. Pour le procureur Jean-Marc Dubois, ce procès est une bataille pour la justice, mais aussi un défi. Prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Victor est le tueur. Dubois ouvre le procès avec assurance. Victor Lemoine était l'exécutant d'un plan sordide, déclare-t-il au jury, sa voix résonnant dans la salle. Il s'appuie sur un faisceau de preuves matérielles. Le ticket de caisse de l'aéroport de Minneapolis, daté du 27 juin 1977, plaçant Victor dans le Minnesota le jour des meurtres. L'empreinte digitale sur l'enveloppe contenant une pièce d'or byzantine volée à Glensheen, et les bijoux d'Isabelle, une bague en saphir, une montre en or, retrouvés dans la chambre d'hôtel de Victor et Sophie. Ces objets racontent une histoire, insiste Dubois, brandissant la bague sous les yeux du jury. Une histoire de vol, de violence et de cupidité. Le mobile, selon l'accusation, est clair. Victor, écrasé par les dettes et manipulé par Sophie, a agi pour s'emparer de l'héritage de 8 millions de dollars. Dubois appelle une employée de l'aéroport, qui identifie Victor comme l'homme nerveux ayant acheté une housse de costume le matin des meurtres. Un expert en graphologie confirme que l'écriture sur l'enveloppe est celle de Victor. Chaque pièce à conviction est un maillon d'une chaîne indestructible, martèle Dubois, pointant Victor du doigt. Il évoque aussi les blessures de Victor, une coupure à la lèvre, une main enflée, qui correspondent aux traces de lutte sur le corps d'Hélène Martel. Mais l'accusation a ses failles. Aucun témoin n'a vu Victor à Glensheen, et ses empreintes n'ont pas été trouvées sur la scène de crime. Nous n'avions pas de preuves directes, admet Dubois, la voix posée. Pour combler ce vide, il s'appuie sur une analyse sanguine. Le sang retrouvé sur l'oreiller d'Isabelle, bien que dégradé, appartient au même groupe que celui de Victor, éliminant 82% de la population de Duluth. Parmi les 18% restants, une seule personne avait un mobile de 8 millions de dollars, conclut-il, fixant le jury. Et c'est cet homme. La défense, menée par l'avocat Étienne Fournier, contre-attaque avec habileté. Fournier sème le doute sur l'identification de Victor à l'aéroport, arguant que son portrait, largement diffusé dans la presse, a pu influencer la mémoire de l'employé. Une identification biaisée n'est pas une preuve, lance-t-il, défiant le jury. Il souligne l'absence de traces physiques à Glensheen, pas d'empreinte, pas de cheveux, et questionne le trajet de Victor. Comment serait-il arrivé au château? À pied? En taxi? L'accusation n'a aucune réponse, ironise-t-il. Fournier insiste. Sans preuve directe, le jury doit acquitter son client. Le procès, suivi par tout le Minnesota, devient un feuilleton judiciaire. Les habitants de Duluth, encore sous le choc, débattent dans les cafés. Victor est-il un tueur cupide ou une victime des circonstances? Vallier, appelé à la barre, témoigne avec conviction, décrivant la découverte des bijoux et de l'empreinte. Ces preuves ne mentent pas, affirme-t-il, croisant le regard impassible de Victor. Mais dans ces moments de doute, il se demande si Sophie, restée en coulisses, ne tire pas les ficelles de cette tragédie. Après des semaines de débats, Dubois livre sa plaidoirie finale. « Ce procès n'est que la première étape », déclare-t-il, laissant entendre que Sophie pourrait être la prochaine. Victor a tué pour l'argent, mais il n'a pas agi seul. Le jury, après de longues délibérations, rend son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. La salle explose en murmures. « Nous avions gagné », se souvient Dubois, un sourire crispé sur les lèvres. Mais Vallier, malgré la victoire, ressent une ombre de tristesse. « 2 femmes sont mortes et des familles pleurent encore », murmure-t-il, quittant le tribunal. Victor est condamné à la prison à vie, mais l'enquête, loin d'être close, pointe désormais vers Sophie. Dans les couloirs de Glensheen, un autre chapitre attend d'être écrit. Quelques semaines après la condamnation de Victor Lemoine, l'enquête sur les meurtres de Glensheen prend un nouveau tournant. En août 1978,
Sophie Cangdon est mise en examen pour association de malfaiteurs dans le double homicide d'Isabelle Cangdon et d'Hélène Martel. Elle était le cerveau derrière le crime, affirme le procureur Jean-Marc Dubois, déterminé à clore cette affaire retentissante. Mais Sophie, avec son assurance légendaire, se présente au commissariat accompagnée de l'avocat, le plus redoutable du Minnesota, Michel Laurent. « Si j'étais coupable, j'engagerais Michel Laurent », murmure un policier, impressionné par ce choix stratégique. Le procès de Sophie s'ouvre en juillet 1969 à Hastings, dans le comté de Dakota, loin de l'effervescence de Duluth. La salle d'audience, bondée de journalistes et de curieux, vibre d'une attente fébrile. Ce sera la ville contre l'héritière, titre un journal local soulignant l'enjeu colossal. Pour Dubois, la tâche est ardue. Il ne s'agit pas de prouver que Sophie a commis les meurtres elle-même, mais qu'elle a orchestré le crime, manipulant Victor pour exécuter son plan. Sophie est née avec une cuillère d'argent dans la bouche, déclare-t-il au jury, la voix chargée de mépris. Mais son ingratitude l'a poussée à trahir sa propre mère pour 8 millions de dollars. Dubois construit son accusation sur les incohérences de Sophie. Lors de son interrogatoire, elle a donné 7 versions différentes de l'emploi du temps de Victor le 27 juin 1977. Les mensonges sont des aveux déguisés, lance-t-il, citant ses déclarations contradictoires. Il rappelle l'incident de 1974 lorsque Isabelle avait frôlé la mort après avoir consommé une confiture préparée par Sophie, contenant un sédatif. « Ce n'était pas un accident », insiste Dubois. « C'était une répétition. » Mais la preuve la plus tangible reste les bijoux volés, retrouvés dans la chambre d'hôtel du couple. Dubois appelle un bijoutier de Duluth, qui identifie formellement la bague en saphir et diamant d'Isabelle. « Elle n'a pas de réplique », témoigne-t-il, montrant les poinçons uniques de l'anneau. Sophie a prétendu que c'était une copie. Elle a menti. Pourtant, l'accusation repose sur un terrain glissant. Victor, condamné, refuse de dénoncer Sophie, privant Dubois d'un témoin clé. Nous devions prouver que Victor était le tueur, tout en montrant que Sophie l'avait manipulé, explique-t-il, conscient du défi. Il s'appuie sur l'empreinte digitale de Victor, retrouvée sur l'enveloppe contenant la pièce d'or volée, comme preuve centrale. Cette empreinte place Victor à Duluth, martèle Dubois. Et Sophie, avec son passé de manipulation, est celle qu'il a envoyée à Glensheen. Mais Michel Laurent, maître de la défense, renverse la donne. Avec un calme glacial, il s'attaque à la pierre angulaire de l'accusation, l'empreinte. Lors de sa plaidoirie, il révèle que son propre expert a réexaminé l'enveloppe. « Ce n'est pas l'empreinte de Victor », annonce-t-il, brandissant un rapport. « L'accusation s'est trompée. » La salle retient son souffle. Dubois, pris au dépourvu, demande une contre-expertise. Il fait appel à un spécialiste du FBI pour trancher. Après des heures d'analyse, l'expert rend son verdict. L'empreinte ne correspond pas à celle de Victor. « Ce fut un coup de massue », confie Dubois, le visage blême. Notre dossier s'effondrait. Laurent exploite cette faille avec brio. « Si l'empreinte est fausse, tout l'édifice de l'accusation s'écroule », déclare-t-il au jury. Il remet en question la culpabilité de Victor, arguant que sans preuve directe de son implication, Sophie ne peut être tenue pour responsable. « L'accusation veut vous faire croire que ma cliente est une marionnettiste diabolique », ironise-t-il. Mais où sont les preuves ? Pas un témoin, pas un document, rien. Il évoque le passé de Sophie, son internement, ses dettes, comme des épreuves personnelles, et non des motifs criminels. « Elle a aimé sa mère », conclut-il, jouant sur l'émotion du jury. L'inspecteur Garivalier, observant depuis les bancs, sent la frustration monter. « Sophie était plus rusée que nous tous », murmure-t-il. Il témoigne à nouveau, détaillant les bijoux et les mensonges de Sophie, mais le doute s'est installé. Le jury, après seulement 2 jours de délibération, rend son verdict le 21 juillet 1969. Sophie est déclarée non coupable de tous les chefs d'accusation. La salle explose en exclamations. Sophie, un sourire énigmatique aux lèvres, quitte le tribunal libre. « C'était une catastrophe », confie Dubois, effondré. « Nous avions laissé une criminelle s'échapper. » Vallier, abattu, contacte des jurés du procès de Victor. Plusieurs avouent qu'ils auraient reconsidéré leur verdict, troublés par l'erreur sur l'empreinte. « Cette affaire nous a brisés », admet-il, la voix lourde. Dans les rues de Duluth, l'acquittement de Sophie alimente les spéculations. Une riche héritière a acheté sa liberté,
titre un journal reflétant l'amertume du public. Mais pour Vallier, une certitude demeure. Sophie était au cœur de ce crime. Alors que Glenn Sheen reste figé dans son éclat doré, l'enquête, loin d'être terminée, s'apprête à connaître de nouveaux rebondissements. L'acquittement de Sophie Cangdon en juillet 1969 laisse un goût amer à Duluth. Pour l'inspecteur Gary Vallier et le procureur Jean-Marc Dubois, c'est un échec cuisant. « Nous avions les preuves, mais pas la victoire », confie Dubois, les yeux rougis par la fatigue. La liberté de Sophie, perçue comme une manipulatrice sans scrupules, choque la communauté. Une héritière a acheté sa justice, murmure-t-on dans les rues. Mais l'affaire Glenn Sheen, loin de s'éteindre, va connaître des rebondissements qui ébranleront à nouveau le Minnesota. Peu après le procès de Sophie, l'empreinte digitale, jadis pilier de l'accusation contre Victor Lemoine, devient une arme à double tranchant. La révélation de son incompatibilité fragilise la condamnation de Victor. En 1941, ses avocats saisissent la Cour suprême du Minnesota, arguant que le verdict repose sur une erreur judiciaire. Une nuit, Vallier reçoit un appel qui le glace. La Cour suprême a annulé la condamnation de Victor, annonce un journaliste, le tirant d'un sommeil agité. « J'ai cru que le sol s'ouvrait sous mes pieds », se souvient-il, la voix brisée. Après tout ce travail, voir Victor libre était insupportable. Face à la perspective d'un nouveau procès, Dubois opte pour une solution risquée, négocier avec Victor. En échange de sa libération, celui-ci accepte de signer des aveux. Mais les détails du crime restent enveloppés de mystère. « J'étais ivre, je ne me souviens de rien », répète Victor, les yeux fuyants, lorsqu'on l'interroge sur la nuit du 27 juin 1977. Comment est-il entré à Glenn Sheen? A-t-il agi seul? Sophie était-elle impliquée? Ces réponses, vagues et évasives, frustrent les enquêteurs. « Nous voulions la vérité, pas un bout de papier », peste Vallier. Mais légalement, ces aveux suffisaient à clore le dossier. Victor retourne à Rochester, sa ville natale, mais sa vie prend une tournure tragique. Sans emploi stable, il sombre dans l'alcoolisme. Il vivait comme un paria, raconte un ancien voisin. Les habitants, convaincus de sa culpabilité, refusent de l'embaucher. En 1988, rongé par la dépression, Victor se donne la mort. Dans une lettre d'adieu, il clame son innocence. « Je n'ai tué personne. J'étais à Duluth pour l'enterrement, c'est tout. » Mais Vallier n'y croit pas. « J'ai appris qu'il avait violemment battu sa compagne peu avant son suicide, » révèle-t-il. Cet homme était capable de brutalité. Un ultime rebondissement survient en 2003. Grâce aux avancées de la science médico-légale, l'enveloppe incriminée est réexaminée. 2 marqueurs ADN, extraits du rabat, sont comparés à un échantillon de salive de Victor, conservé dans une ancienne affaire. Le résultat est sans appel. Une correspondance parfaite, éliminant 99,93% de la population. Victor était bien à Duluth, confirme Vallier. Un mélange de soulagement et d'amertume dans la voix. Mais il n'a pas agi seul. Sophie était l'âme du crime. Pendant ce temps, le destin de Sophie prend une trajectoire tumultueuse. En 1984, elle est condamnée pour avoir incendié 2 maisons vides qu'elle tentait de vendre, dans une tentative désespérée de renflouer ses finances. Elle purge 2 ans de prison avant de s'installer en Arizona avec un nouveau mari. Mais son passé la rattrape. En 1990, elle est de nouveau jugée coupable d'incendie criminel et écope de la peine maximale, 15 ans. En janvier 2004, à 71 ans, Sophie sort de prison, affaiblie mais toujours insaisissable. Elle n'a jamais changé, soupire Vallier. Pour elle, tout ce qu'elle a fait était justifié. L'héritage d'Isabelle, censé assurer l'avenir de Sophie, lui échappe en grande partie. En 1980, 5 de ses 7 enfants portent plainte pour la déshériter, l'accusant d'avoir orchestré le meurtre de leur grand-mère. Le tribunal leur donne raison, réduisant la part de Sophie à une fraction de ce qu'elle espérait. Elle a tout perdu pour quelques millions, note Dubois, ironique. L'argent qu'elle convoitait a fini par la détruire. Glenn Sheen, quant à lui, trouve une nouvelle vie. Fidèle au testament d'Isabelle, la propriété est léguée à l'Université du Minnesota, transformée en musée. Chaque année, 800 visiteurs arpentent ses couloirs, admirant les plafonds dorés et les tapisseries, ignorant souvent la tragédie qui s'y est déroulée. C'est comme si le temps s'était arrêté, observe un guide, montrant la chambre où Isabelle a été étouffée. Mais pour Vallier, Glenn Sheen reste un mausolée de souvenirs douloureux.
L'enquête a laissé des cicatrices profondes chez ceux qui l'ont menée. Cette affaire a changé ma vision de la justice, confie Dubois, les traits marqués par les années. Vallier, lui, avoue avoir douté de sa vocation. « J'ai passé des nuits à me demander si nous avions échoué », dit-il, la voix tremblante. 2 femmes sont mortes et personne n'a vraiment payé. Pourtant, il garde une lueur d'espoir. Parfois, quand je pense à Sophie, je me dis qu'elle doit, dans ces moments de solitude, affronter ses démons. Mais nous ne le saurons jamais. Pour la famille d'Hélène Martel, la douleur ne s'est jamais estompée. Elle était une âme douce, prise dans une tempête qui ne la concernait pas, pleure sa sœur. Les proches d'Isabelle, eux, préfèrent le silence, refusant de rouvrir les blessures. À Duluth, l'affaire Glensheen est devenue une légende, une fable sur l'argent et la trahison. Les gens en parlent encore comme d'un mystère jamais résolu, note un libraire local, rangeant un ouvrage sur le sujet. En regardant Glensheen depuis les rives du lac supérieur, Vallier réfléchit à ce que cette affaire lui a appris. « La justice n'est pas toujours une ligne droite, murmure-t-il. Parfois, elle vous échappe, comme un reflet sur l'eau. Sophie, libre jusqu'à sa mort, n'a jamais exprimé de remords. Je suis sûr qu'elle se voyait comme une victime, conclut Vallier, le regard perdu dans l'horizon. Et tandis que Glensheen brille sous le soleil, ses secrets enfouis dans ses murs dorés continuent de hanter ceux qui ont cherché la vérité. Ainsi s'achève notre plongée dans le mystère de Glensheen. Merci d'avoir suivi True Crime Français. Rejoignez-nous bientôt pour une nouvelle enquête où le crime et la justice s'entrelacent dans des récits aussi troublants que fascinants.